Le matin où j'ai pris la décision qui a tout changé. La température extérieure était tombée à -23 degrés. Un véritable hiver albertain, de ceux qui font pleurer les fenêtres de givre et transforment votre souffle en petits nuages dès que vous mettez le pied dehors. Je me souviens d'être resté à l'évier de la cuisine, regardant le jardin où le vieux pommier sauvage que mon regretté mari, Gérald, avait planté était enseveli sous la neige, ses branches dénudées s'étirant comme des bras tendus demandant de l'aide. J'ai pensé que cet arbre et moi avions beaucoup en commun en ce moment. Je veux vous raconter comment j'en suis arrivé à ce moment. Non pas parce que je cherche votre pitié. J'ai 64 ans et j'ai depuis longtemps dépassé le besoin de pitié, mais parce que je pense que certains d'entre vous reconnaîtront des morceaux de cette histoire dans vos propres vies. Et si c'est le cas, j'espère que ce que j'ai fait ensuite vous donnera quelque chose d'utile à quoi vous accrocher. Je m'appelle Dorothée Mallery. J'ai enseigné l'anglais au lycée pendant 31 ans dans une école à Red Deer, en Alberta. J'ai élevé mon fils, Nolan, la plupart du temps seul, après que Gérald soit mort d'une crise cardiaque alors que Nolan n'avait que 9 ans. Je ne vous dis pas cela pour obtenir votre sympathie. Je vous le dis pour que vous compreniez le genre de femme que je suis. Je suis le genre de femme qui se montre présente. Je corrige des copies à minuit. Je fais de la soupe maison quand quelqu'un est malade. Je conduis 4 heures dans une tempête de neige pour assister à une pièce de théâtre scolaire. C'est ça, mon identité. C'est ce que j'ai toujours été. Et parfois, il s'avère que ce genre de femme devient très facile à exploiter. Nolan est devenu un homme bien. Il l'est vraiment. Il a les yeux de Gérald et le rire de Gérald, et une constance en lui qui m'a toujours rempli de fierté. Il travaille dans la gestion de projets pour une compagnie pétrolière et gazière à Calgary et il est prudent avec l'argent et prévenant dans la plupart des domaines importants. Quand il m'a dit, à 31 ans, qu'il avait rencontré quelqu'un nommé Belle, j'étais sincèrement heureuse pour lui. Il méritait d'être aimé. Tous les braves gens le méritent. Belvos avait 28 ans lorsque je l'ai rencontré pour la première fois lors d'un dîner dans un restaurant de Calgary que Nolan avait soigneusement organisé, comme il organise la plupart des choses. Elle était grande, avec des cheveux noirs tirés en arrière sévèrement et des manières très précises, le genre de personne qui redresse les objets sur les tables sans se rendre compte qu'elle le fait. Elle a été polie avec moi ce soir-là, intéressée même, d'une manière qui semblait un peu jouée. Mais je me suis dit que j'étais de mauvaise foi. Les premières rencontres sont maladroites. Les gens montrent leur meilleur côté. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Ils se sont mariés 1 an et demi plus tard lors d'une petite cérémonie dans un lieu en dehors de la ville. C'était une belle journée de septembre, et je portais la robe bleue que j'avais achetée à Victoria l'été précédent. Je me souviens d'être resté à côté de Nolan avant qu'il ne sorte et de lui avoir dit que son père aurait été si fier de lui. Il m'a serré dans ses bras pendant longtemps sans rien dire. Nolan a toujours exprimé les choses les plus importantes sans mots. Pendant la première année, je les voyais peut-être une fois par mois. Il vivait dans un appartement à Calgary, à 40 minutes de ma maison. Belle était cordiale. Pas chaleureuse exactement, mais cordiale. Elle m'appelait Dorothée plutôt qu'un terme plus familier, ce qui ne me dérangeait pas du tout. Je n'ai jamais été une personne pointilleuse sur le fait d'être appelée maman par mes belles-filles. Elle avait des opinions sur la plupart des choses et elle les partageait librement, ce que je respectais en fait. Une femme qui connaît son propre esprit n'est pas quelque chose qui m'a jamais menacé. Ce que je ne savais pas encore, c'était la différence entre une femme qui connaît son propre esprit et une femme qui croit que son esprit est le seul qui compte. Tout a commencé avec l'économie. C'est d'ailleurs ainsi que Nolan a d'abord abordé le sujet, de manière très pratique. Très Nolan. Il est venu me voir seul un dimanche de février. Belle avait quelque chose au travail, a-t-il dit. Et nous nous sommes assis à la table de la cuisine en buvant du café. Et il m'a dit qu'ils essayaient d'économiser pour une maison, mais que le marché de Calgary avait évolué plus vite qu'ils ne l'avaient prévu et qu'ils étaient frustrés. J'ai écouté. J'ai fait des bruits sympathiques. Et puis il a dit, « Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que ça irait si nous restions chez toi quelques mois, juste jusqu'au printemps, le temps de réfléchir aux prochaines étapes ?» Il avait 33 ans. C'était mon fils. Il ressemblait exactement à son père quand il était nerveux, c'est-à-dire qu'il avait l'air très jeune. J'ai dit oui sans hésiter. Je veux que vous compreniez à quoi j'ai dit oui. J'ai dit oui à mon fils et à sa femme vivant dans ma maison. La maison que Gérald et moi avons achetée ensemble en 1993.
La maison où j'ai vécu seul depuis la mort de Gérald. La maison où chaque pièce contient une version d'une vie que j'ai construite lentement et soigneusement au fil des décennies. La maison avec le pommier sauvage à l'arrière et les bonnes structures, et le large porche où je bois mon café tous les matins en été. J'ai dit oui à tout cela parce que Nolan avait besoin d'aide et aider Nolan est quelque chose que je fais depuis qu'il avait 9 ans et qu'il me regardait avec ses yeux en demandant quand papa rentrerait à la maison. Ils ont emménagé le 1er mars. Pendant environ 6 semaines, tout allait bien. Belle était plus ordonnée que je ne l'aurais cru, plus ordonnée que moi honnêtement, et elle restait dans leur chambre le soir et ne faisait pas d'histoire sur la façon dont j'organisais la cuisine ou les programmes que je regardais dans le salon. Nolan cuisinait le dimanche, ce que j'adorais, et parfois nous trois mangions ensemble, et c'était presque agréable. La première chose que j'ai remarquée était petite. C'est toujours petit. Je suis rentré des courses un après-midi à la mi-avril, et il y avait de nouveaux torchons sur le manche du four. Pas mes torchons. Les miens étaient unis, blancs avec une petite rayure bleue, le même type que j'utilisais depuis des années. Ceux-ci étaient gris avec un motif géométrique et une petite boucle en haut pour les suspendre. C'étaient de très jolis torchons. Ils n'étaient pas les miens. Je suis resté un instant dans la cuisine à les regarder. Puis j'ai rangé mes courses. Puis j'ai décidé de ne rien dire parce que c'était des torchons et que je n'allais pas devenir le genre de femme qui se dispute pour des torchons. C'était ma première erreur. Pas à cause des torchons, mais à cause de ce que je me suis dit en les voyant. Ça n'a pas d'importance. C'est petit. Ne fais pas d'histoire. Ce que je faisais réellement, c'était m'entraîner à ne pas réagir. Et Belle, qu'elle le sache ou non, apprenait que je ne réagirais pas. Un mois plus tard, elle avait remplacé le tapis de bain dans la salle de bain principale, réorganisé le placard à linge et déplacé le fauteuil du salon au sous-sol parce qu'elle disait que la pièce avait besoin de respirer. Ce fauteuil appartenait à Gérald. Il avait lu tous les romans de Louis L'Amour qu'il possédait dans ce fauteuil. Je ne m'y étais pas assise moi-même depuis des années, mais je l'avais gardé là parce qu'il était à lui, et sa présence en lui signifiait encore quelque chose pour moi. J'ai parlé du fauteuil à Nolan. Juste mentionner cela doucement. La façon dont on aborde quelque chose qui compte pour vous quand on ne veut pas paraître déraisonnable. Il a eu l'air mal à l'aise et a dit qu'il en parlerait à Belle. Je ne sais pas s'il l'a fait. Le fauteuil est resté au sous-sol. En juillet, ils étaient là depuis 5 mois, bien au-delà des quelques mois initiaux jusqu'au printemps. Quand j'ai abordé le plan initial avec soin, choisissant un dimanche après-midi où nous étions tous détendus et où cela semblait être un moment raisonnable. Belle m'a regardé à travers la table de la cuisine et a dit que le marché ne s'était pas amélioré et que partir trop tôt les mettrait dans une position financière difficile. Elle l'a dit avec beaucoup de calme. La façon dont une personne énonce un fait qui n'est tout simplement pas sujet à discussion. Nolan a hoché la tête. J'ai hoché la tête. Et puis je suis allé faire la vaisselle et je suis resté un moment à l'évier à regarder le pommier sauvage. Je veux vous dire ce que l'on ressent lorsque quelqu'un prend possession de votre espace progressivement, car à moins que vous ne l'ayez vécu, la description ressemble à une réaction excessive. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de moment unique qui franchit clairement une ligne. Il y a plutôt une lente accumulation de petits moments, chacun individuellement niables. Les nouvelles serviettes, le placard réorganisé, le fauteuil déplacé, jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez autour de votre propre maison et que le ratio ait changé. Les choses qui vous appartiennent sont toujours physiquement présentes. Mais d'une manière ou d'une autre, la maison a acquis une atmosphère différente. Elle respire différemment. Les paramètres par défaut ont changé. Et vous qui avez construit cet endroit, qui avez planté votre vie à l'intérieur de ces murs, vous vous retrouvez à y naviguer avec prudence, comme le ferait un invité. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis devenu une invitée dans ma propre maison. En septembre, soit 7 mois après leur arrivée, Belle avait repeint le couloir d'entrée. Elle ne m'avait pas demandé. Elle avait acheté la peinture, choisi la couleur, et engagé quelqu'un pour le faire pendant que j'étais chez ma sœur à Lethbridge pour un long week-end. La couleur qu'elle a choisie était un vert sauge sourd qui était objectivement joli. Ce n'était pas non plus mon choix. Ce n'était pas ma couleur. Je n'avais pas été consulté. Je suis rentré chez moi avec l'odeur de peinture fraîche et je me suis tenu dans le couloir avec mon sac encore à l'épaule, regardant les murs qui étaient mes murs depuis 30 ans, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Quelque chose qui s'était ramolli pendant des mois, a commencé à durcir.
Un petit durcissement silencieux, comme de l'eau se transformant en glace. Lent et très complet. J'ai posé mon sac. Je suis entré dans la cuisine. Belle était à table avec son ordinateur portable. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé avec ce qui semblait être un intérêt sincère. J'ai pensé que l'ancienne couleur avait l'air fatiguée. Je l'ai regardée un instant. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire. Puis j'ai dit, c'est une jolie couleur. Et j'ai mis la bouilloire en marche. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps, non pas de colère ou pas seulement de colère, mais d'une chose plus difficile à nommer. C'était en partie comme un deuil. Le deuil de la maison qui était mienne. Et sous le deuil, quelque chose commençait à se réveiller. Le mois suivant, Belle a dit à Nolan et à moi à dîner qu'elle avait commencé à regarder des meubles pour le salon, a-t-elle dit, parce que le canapé avait l'air démodé. Elle l'a dit en regardant Nolan, pas moi, ce qui m'a tout dit sur qui elle considérait comme l'autorité pertinente dans cette maison. J'ai posé ma fourchette calmement, sans drame. Ce canapé appartenait à Gérald et moi, ai-je dit. Je ne suis pas intéressé à le remplacer. Belle m'a regardé. Elle avait une façon très particulière de me regarder quand je disais quelque chose qu'elle considérait comme sentimental, une sorte de calme patient, légèrement condescendant, comme si elle attendait que j'aie fini d'être émotive pour que la vraie conversation puisse continuer. Je comprends qu'il a des souvenirs, a-t-elle dit. Mais Dorothée, les ressorts sont fatigués. Il n'est plus vraiment fonctionnel. Il est fonctionnel assez pour moi, ai-je dit. Nolan a regardé son assiette. Le canapé est resté. Mais je savais, de la manière dont on sait les choses quand on a fait attention, que ce n'était pas fini. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était novembre. Spécifiquement, je ne m'attendais pas à ce que Belle fasse en novembre. Mon anniversaire est le 14. Je n'ai jamais été du genre à faire tout un plat de mon propre anniversaire. Gérald avait l'habitude de me taquiner à ce sujet, mais je le fête. Ma sœur Pauline vient généralement de Lethbridge. Et mon amie de longue date Vera, que je connais depuis que nous étions étudiantes enseignantes ensemble en 1983, vient toujours dîner et apporte un gâteau au citron parce qu'elle sait que c'est mon préféré. C'est une petite chose. C'est ma chose. Fin octobre, Belle a mentionné avec désinvolture qu'elle organisait un dîner pour mon anniversaire. Quelque chose de plus grand que d'habitude, a-t-elle dit. Elle voulait inviter quelques-uns de ses amis et des gens de son travail qui étaient en ville. Elle l'a présenté comme un cadeau pour moi, une vraie célébration, a-t-elle dit. Pas seulement le petit groupe habituel. Je lui ai dit que j'appréciais l'intention, mais que je préférais rester simple. Pauline, Vera et peut-être quelques autres du quartier. Elle a hoché la tête de la manière dont elle hochait la tête pour les choses qu'elle n'avait pas l'intention de prendre en compte. Le matin du 14 novembre, je me suis réveillé tôt, comme toujours, et je suis descendu pour trouver Belle déjà dans la cuisine avec une livraison d'épicerie sur le comptoir et une liste sur son téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait organisé le dîner pour 30 personnes, y compris ses collègues de travail, 2 couples que je n'avais jamais rencontrés, et le superviseur de Nolan et sa femme, que j'avais rencontré une fois lors d'une fête de Noël il y a 3 ans. 30 personnes dans ma maison pour mon anniversaire sans mon accord. Je me suis tenu dans l'embrasure de ma propre cuisine, regardant les provisions sur mon comptoir, et j'ai entendu la voix de ma mère dans ma tête d'il y a 35 ans. Elle avait une expression dans ce genre de moment. Elle disait, « Dorothée, on ne peut marcher sur quelqu'un que si on s'est d'abord couché. » J'étais couché depuis 9 mois. J'ai dit, « Brielle, je t'ai dit que je voulais un petit dîner. » Elle n'a pas levé les yeux de sa liste. « Dorothée, tu vas apprécier. Ça va être charmant. Ces gens sont impatients de te rencontrer. Je vais devoir te demander d'annuler ça. » Elle a levé les yeux alors, et un instant j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Pas de culpabilité, pas d'embarras, mais du calcul. Un rapide recalibrage privé. La nourriture est déjà commandée, a-t-elle dit. Alors nous aurons beaucoup de reste, ai-je dit, et je suis remonté. Je veux vous dire que je me suis sentie triomphante à ce moment-là. Je ne l'étais pas. Je me sentais tremblante et un peu malade, comme on se sent après avoir fait quelque chose d'important mais qu'on avait eu peur de faire. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai respiré lentement un moment. Puis j'ai appelé Pauline et je lui ai dit ce qui se passait. Puis j'ai appelé Vera. Puis j'ai pris une décision. Quand Nolan est descendu ce matin-là,
j'étais assise à la table de la cuisine avec mon café et je lui ai demandé de s'asseoir. J'ai besoin de te parler de quelque chose, ai-je dit. Pas de la fête, de tout ça. Et je lui ai raconté, sans colère, j'étais au-delà de la colère à ce moment-là. Je lui ai raconté calmement et dans l'ordre, les torchons, le fauteuil, le couloir repeint, la discussion sur les meubles, et maintenant 30 inconnus dans ma maison pour mon anniversaire. Je lui ai dit que j'avais dit oui pour quelques mois, et que 9 mois plus tard, mon anniversaire était planifié sans mon consentement dans une maison où je me sentais de plus en plus comme une visiteuse. Je lui ai dit que je l'aimais et que je ne lui en voulais pas, mais que les choses devaient changer. Et elles devaient changer clairement et bientôt. Nolan est resté silencieux un long moment. Il avait cette expression qu'il prend quand il travaille sur quelque chose, la mâchoire serrée, les yeux fixés quelque part au-delà de la fenêtre. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il dit finalement. Je savais qu'elle le faisait. Je voyais ça arriver. Je ne voulais pas être au milieu. Je comprends ça, ai-je dit. Mais tu es mon fils et c'est ma maison. Il a hoché la tête. Il a hoché la tête comme Gérald avait l'habitude de le faire quand il comprenait quelque chose d'important et qu'il le prenait au sérieux. Ce hochement de tête a toujours signifié quelque chose pour moi. La fête ce soir-là était plus petite. Pauline est venue. Vera est venue avec son gâteau au citron. 2 voisins que je voulais vraiment voir sont venus. Les 30 invités de Belle ne sont pas venus. Je ne sais pas exactement ce que Nolan lui a dit. Je n'ai pas demandé. La nourriture qui avait été commandée était, comme je l'avais prédit, excessive, et nous en avons mangé beaucoup trop, et Vera a tellement ri de quelque chose que Pauline a dit qu'elle a renversé du vin sur la nappe blanche, et ce fut une soirée vraiment charmante. Belle était assise à l'autre bout de la table et était très silencieuse. Elle mangeait proprement et répondait poliment quand on lui parlait, et ne me regardait pas directement la majeure partie de la soirée. Je m'attendais à me sentir coupable à ce sujet. J'ai été surprise de constater que ce n'était pas le cas. 3 jours après mon anniversaire, je me suis assise avec eux deux à la table de la cuisine et je leur ai dit ce dont j'avais besoin. Pas ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'une date de fin ferme pour leur séjour. Je leur ai dit que le 1er mars, exactement 1 an après leur emménagement, était la date à laquelle je m'attendais à ce qu'ils soient dans leur propre logement. Je leur ai dit que jusqu'alors, aucun changement dans ma maison sans mon consentement explicite. Pas de meubles, pas de peinture, pas de réorganisation de quoi que ce soit. Je leur ai dit que mon anniversaire l'année suivante serait célébré exactement comme je voulais le célébrer. Et je leur ai dit que j'étais heureuse de les avoir dans la maison pour les mois restants et que je continuerais à aider dans la mesure du raisonnable, mais que la dynamique devait être différente. Belle a commencé à dire quelque chose à propos du marché et j'ai levé une main, juste une main, à plat, le geste que j'utilisais avec des élèves de 17 ans qui essayaient de faire dérailler une discussion en classe. Cela a fonctionné sur Belle de la même manière que cela avait toujours fonctionné sur les adolescents. Elle s'est arrêtée. J'ai entendu parler du marché. J'ai dit, je comprends que c'est difficile, mais ce n'est pas un problème qui se résout en restant indéfiniment chez moi et en le transformant progressivement en vôtre. Vous devez faire un plan. Nolan a dit, elle a raison, Brie. 3 mots, calme. Mais ces mots se sont installés dans la pièce comme les choses importantes s'installent avec une sorte de permanence. Ils étaient partis fin février, 2 semaines avant ma date limite. Ils ont trouvé un logement à louer dans un quartier qu'ils aimaient, avec assez d'espace près du bureau de Nolan. Ce n'était pas la maison de leurs rêves, mais c'était la leur. Et j'ai remarqué que Belle semblait, si quelque chose, un peu soulagée. Je pense parfois que les gens ne savent pas qu'ils veulent sortir d'une situation tant que quelqu'un d'assez ferme ne leur rend pas la sortie possible. Le matin après leur départ, je suis descendu très tôt avant le lever du soleil et je me suis tenu au milieu de mon salon dans le calme. Le canapé était toujours là. Les ressorts sont toujours fatigués, mais le canapé est toujours à moi. J'ai moi-même ramené le fauteuil de Gérald du sous-sol la semaine où j'ai eu la conversation avec eux sans demander la permission de personne. Il est maintenant près de la fenêtre qui donne sur le jardin, la même fenêtre par laquelle on peut voir le pommier sauvage. J'ai préparé du café. Je me suis assise dans le fauteuil de Gérald. J'ai regardé le soleil se lever au-dessus de la clôture et transformer la neige dans le jardin en toutes les nuances possibles d'or et de rose, comme le fait un matin d'hiver albertain lorsque les conditions sont réunies. J'ai pensé à l'expression de ma mère, on ne peut marcher sur quelqu'un que si on s'est d'abord couché.
J'ai pensé à combien de temps j'étais couché et à combien de temps je m'étais dit que maintenir la paix était la même chose qu'être gentille. Ce n'est pas la même chose. Je le sais maintenant d'une manière que je ne connaissais pas avant. Pas pleinement, pas dans mon corps. La gentillesse est quelque chose que l'on offre à partir d'un lieu de choix. Elle est généreuse et elle est réelle. Ce que je faisais n'était pas de la gentillesse. C'était la peur déguisée en générosité. Peur du conflit. Peur de perdre mon fils. Peur d'être la femme difficile, la belle-mère exigeante, celle qui rend les choses compliquées. J'avais tellement peur de ces étiquettes que je me suis permis d'être lentement effacé à l'intérieur de ma propre maison. Ce que j'ai appris et que je partage parce que je pense que c'est important, c'est qu'au moment où vous arrêtez de protéger vos propres limites, vous enseignez aux gens autour de vous que vos limites n'ont pas besoin d'être protégées. Pas parce que ces gens sont nécessairement cruels. Nolan n'est pas cruel. Et je ne crois même pas que Belle soit cruelle. Pas vraiment. Mais parce que les humains, nous tous, nous nous étendons inconsciemment dans l'espace que nous nous donnons. Si vous ne tenez pas les bords de votre propre vie, quelqu'un d'autre viendra simplement les combler. Mon fils m'appelle tous les dimanches maintenant, comme il le faisait avant tout cela. Nous sommes allés dîner 3 fois depuis qu'ils ont déménagé. Le mois dernier, Belle m'a demandé, vraiment demandé poliment avec quelque chose qui ressemblait à de l'humilité, ma recette de croustade à la rhubarbe parce que Nolan lui en avait parlé et qu'elle voulait la faire pour un dîner. Je la lui ai donnée. Je l'ai fait volontiers. C'est ce que les limites rendent réellement possible. Pas la distance, pas le ressentiment, de l'espace. De l'espace pour que la relation respire et soit réelle. J'ai remis le fauteuil de Gérald à sa place près de la fenêtre et il y est aussi naturel qu'il ne l'a jamais été, comme s'il n'avait pas été parti. Certaines choses sont comme ça. Déplacez-les de leur juste place et elles ne tiennent pas bien où que vous les mettiez. Remettez-les en place et vous vous demandez comment vous avez pu laisser faire ça. Le pommier sauvage a survécu à un autre hiver. En mai, il fleurira comme il le fait chaque année. De petites fleurs courageuses et improbables qui durent environ 10 jours et qui font que tout le jardin sent que quelque chose de doux arrive. Gérald a planté cet arbre quand Nolan avait 4 ans. Il a dit qu'il le plantait pour les abeilles. Je pense qu'il le plantait aussi pour moi. Je m'assois dans son fauteuil maintenant la plupart des matins avec mon café et les nouvelles et le calme d'une maison qui est à nouveau la mienne. J'ai réappris ce que l'on ressent à être à l'aise dans son propre espace. C'est quelque chose qu'on peut oublier progressivement sans se rendre compte que cela arrive.